Résultat qui se retrouve donc outre-Atlantique. Merci Fanny Chauvin qui était avec nous en direct de New York dans ce bar où vous le voyez, on suit là aussi l'élection présidentielle française sur France 24. Bonjour à vous si vous nous rejoignez. Il est 21h30 à Paris. L'heure pour nous de vous rappeler les estimations de notre partenaire Ipsos Soprasteria pour le premier tour de cette élection présidentielle, Roselyne. Voilà, donc on a vu s'afficher l'abstention, 26%, mais en tête Emmanuel Macron, 28,4%, Marine Le Pen, 23,4%. Et c'est donc 5 Poitou-Ron qui continue de séparer Emmanuel Macron de Marine Le Pen. Ensuite vient Jean-Luc Mélenchon, 21,1%, suivi d'Éric Zemmour, 7%. Et ça se confirme, vraisemblablement, Valérie Pécresse ne remboursera pas ses frais de campagne. On est à moins de 5%, 4,7% pour la candidate Les Républicains. Ensuite, Yannick Jadot, 4,5%, Jean Lassalle, 3,2% et Fabien Roussel, 2,4%. Nicolas Dupont-Aignan, lui, est à 2,1%. Anne Hidalgo n'atteint pas la barre des 2%, elle est à 1,8%. Philippe Poutou, 0,8%. Et Nathalie Arthaud, elle, se retrouve avec 0,6% des suffrages, toujours selon nos estimations Ipsos Soprasteria. Parmi ces électeurs qui ont voté, on le rappelle, le taux d'abstention c'est 26%, mais parmi ceux qui ont voté, c'est-à-dire le reste de la population, 74%, quand se sont-ils décidés, Nabia Makloufi ? Eh bien, regardez. On va voir ça ensemble. Alors, le moment du choix des électeurs. Sachez que donc, Ipsos Soprasteria a réalisé cette enquête auprès de 4000 personnes. Eh bien, 48% de ces sondés, je vais vous le souligner tout de suite pour que vous puissiez le voir. Voilà, 48% d'entre eux avaient déjà arrêté leur choix il y a plusieurs semaines. 17% d'entre eux se sont décidés au cours de ces dernières semaines, peut-être au moment où la campagne présidentielle était en train de s'installer progressivement. Timidement, 15% d'entre eux ont pris leur décision au cours des derniers jours, peut-être dans la toute dernière ligne droite de cette campagne présidentielle avant ce premier tour du scrutin. 15% également se sont fait un choix, ont arrêté leur décision 1 voire 2 mois avant ce dimanche 10 avril. Et puis regardez ce chiffre, 5% d'entre eux ont pris leur décision au tout dernier moment, peut-être un moment de bascule à l'intérieur même de l'isoloir. Et Nabia, quels sujets ont motivé leur vote ? Eh bien, on va y jeter un œil tout de suite. Alors, toujours sur ces personnes interrogées, alors, plusieurs questions leur ont été posées. Mais ce qui revient surtout, vous le voyez, c'est 58% de ces personnes qui se préoccupent du pouvoir d'achat, les impôts, le salaire. Et cette question, elle a été centrale tout au long de cette campagne. Plusieurs candidats se sont emparés, évidemment, de cette question. 27% d'entre eux avaient des questions liées à l'immigration en tête au moment d'aller voter. Le système de santé arrive juste après. 26% d'entre eux s'en préoccupent. On sait que ce système de santé a été mis à rude épreuve pendant la crise sanitaire, la crise du Covid. La question de l'environnement reprend sa place dans le débat public. C'est presque un étonnement peut-être que le rapport du GIEC publié il y a quelques semaines y est pour quelque chose. Les retraites, alors là aussi c'est une thématique qui a été reprise par plusieurs candidats. L'âge de départ à la retraite pose question, fait débat. Certains le proposent à 60 ans, d'autres à 64, alors que d'autres préfèrent le fixer à 65 ans. Sachez que le chômage qui est normalement une thématique qui revient très souvent dans la bouche des Français au moment de faire leur choix, de se saisir de ce droit de vote, eh bien elle n'est qu'à 6%. Et la guerre en Ukraine, la guerre qui a éclaté il y a plus de 7 semaines maintenant, elle est à 15% dans l'esprit de ces sondés. Oui, alors 15% dans l'esprit. Ce n'est pas le taux de chômage en France qu'on comprenne bien, mais c'est bien il la est de 6%, préoccupation. voilà. Absolument. Vous suivez bien, Raphaël. L'abstention, mais je bois vos paroles, Nabia. L'abstention, elle est ce soir de 26%, c'est l'estimation d'Ipsos Soprasteria. Pourquoi, justement, ceux qui ont boudé les urnes aujourd'hui se sont-ils abstenus ? Alors, parmi ces personnes, une nouvelle fois interrogées donc, par l'Institut de sondage, eh bien, 28% d'entre eux ont l'impression d'avoir toujours le même discours qui leur est adressé de la part des candidats qui visent la fonction suprême. 26% d'entre eux sont convaincus. Les jeux sont faits, cette présidentielle est déjà jouée d'avance, vous le voyez, tandis que 24% d'entre eux estiment qu'aucun candidat ne les représente, aucun candidat ne correspond à mes idées. C'est la formulation qui a été établie, tandis que 16% d'entre eux, ne s'intéressent absolument pas à la politique. 12% d'entre eux, enfin, n'étaient tout simplement pas disponibles le jour du vote, alors qu'on peut faire procuration, je le rappelle tout de même.
Merci beaucoup, Nabia. Et on se rend encore avec Marie Schuster au QG d'Emmanuel Macron, qui ne va pas tarder à arriver, Marie. Oui, Emmanuel Macron devrait arriver donc sur cette scène que vous voyez derrière moi. D'une minute à l'autre, nous avons vu son convoi se rapprocher et entrer dans le parking de la porte de Versailles, où se sont rassemblés environ 500 ou 600 militants de La République En Marche. Alors évidemment, cette allocution ce soir est particulièrement attendue, puisqu'Emmanuel Macron est arrivé donc en tête de ce premier tour. Un score qu'on n'estimait pas aussi bon au sein de ces militants, au milieu de ces militants qui ont été donc agréablement surpris par ce score qui est plus fort que le score qu'il avait eu en 2017. Alors, là, reste à savoir ce qu'Emmanuel Macron va véritablement dire à ces militants, puisque c'est une poignée de militants qui se sont retrouvés ce soir à Porte de Versailles. Il ne s'agit pas vraiment d'un énorme meeting, mais effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, Raphaël, cela a des allures de meeting ce soir, puisque Emmanuel Macron est plutôt victorieux à l'issue de ce premier tour. Victorieux à double titre, je vous le disais, par rapport à ce score qui est largement plus élevé qu'en 2017, mais aussi victorieux parce qu'il y a un semblant de rassemblement des autres partis qui soit appellent à voter contre Marine Le Pen et contre l'extrême droite, soit carrément appellent à voter Emmanuel Macron comme Valérie Pécresse au second tour le 24 avril prochain. Reste à savoir donc ce que le chef de l'État, le président candidat, va pouvoir dire ce soir. Va-t-il une fois de plus expliquer quel sera son projet pour les 5 années à venir? Va-t-il essayer de remonter le moral des troupes, celles qui sont présentes derrière moi, pour les engager à poursuivre leurs efforts, des efforts qu'ils ont fait ces dernières semaines? Ils ont redoublé d'efforts, notamment sur les réseaux sociaux cette dernière semaine, en expliquant qu'il n'y avait pas de vote inutile et qu'il ne fallait pas estimer que Emmanuel Macron serait au second tour de cette élection présidentielle. Il ne fallait pas vendre la peau de l'ours avant qu'elle ne soit tuée. Donc ils avaient créé sur les réseaux sociaux ce hashtag « Je vote Macron dès le premier tour », ce hashtag qui a été largement suivi cette dernière semaine. Ils ont aussi multiplié les réunions publiques, les opérations de porte-à-porte, des opérations de tractage dans la dernière ligne droite qui débutait très très tôt le matin en présence de grandes figures de La République En Marche et puis qui se terminait très tard le soir. Alors Emmanuel Macron ce soir est très très attendu par ses militants et puis j'allais dire est très attendu également par le reste de l'électorat, celui qui n'a pas été qualifié au premier tour. Nous allons savoir dans quelques instants, dans quelques minutes, quelques secondes je l'espère, ce qu'Emmanuel Macron aura à nous dire. Et on suivra évidemment avec vous la première intervention d'Emmanuel Macron à l'issue de ce premier tour, je vous le rappelle, qui a vu donc sa qualification avec un peu plus de 28,3% des voix devant Marine Le Pen. 28,4%, Marine Le Pen, elle est deuxième à 23,4%, je vous le rappelle. Le troisième homme de cette élection présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon avec 21,1% des voix. Et Danielle Obono, la députée de Paris, est à nos côtés, députée La France Insoumise. Bonjour Danielle Obono. Qu'est-ce qu'il emporte ce soir? C'est la déception ou, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon ce soir, l'idée que, il a lancé ce soir avec l'Union populaire un mouvement. Il l'a dit, c'est désormais à vous collectivement, de reprendre le flambeau. C'était peut-être aussi l'annonce d'un départ de la part de Jean-Luc Mélenchon. Ah non, certainement pas. Vous savez, vous allez devoir vous coltiner Jean-Luc Mélenchon pendant encore très longtemps. Non, moi, pour ma part, je suis fière du travail qu'on a accompli avec l'Union populaire parce qu'on a fait campagne pendant plusieurs mois autour d'un programme sérieux, chiffré. On a démultiplié nos forces par rapport à 2017 et c'est une belle campagne qu'on a fait, je crois. Et le résultat, même si il n'est pas celui que nous espérions, est bon. Vous avez cru jusqu'au bout à la qualification, nous, sérieusement? Toujours jusqu'au bout et on fait campagne pour gagner, pour être majoritaire, étant donné les enjeux qu'il y a pour le pays. Mais on voit que se dessine en fait une carte où il y a 3 blocs aujourd'hui. Il y a la droite conservatrice de Emmanuel Macron, il y a l'extrême droite égale à elle-même, et puis aujourd'hui il y a le bloc populaire que nous représentons. 3 blocs non fongibles, comme le disait Jean Messia à votre place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité, d'après vous, de voir des électeurs de Jean-Luc Mélenchon rallier Marine Le Pen au second tour? Écoutez, il y a toutes les possibilités, y compris que
que des électeurs votent pour M. Macron. Aujourd'hui, l'électorat est volatile et on l'a bien vu sur d'autres candidatures. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, de ce point de vue-là, donner peut-être une consigne plus claire, appeler plus clairement à voter Emmanuel Macron et non pas à ce qu'aucune voix n'aille sur Marine Le Pen, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon? Je crois que c'est très clair et tout le monde comprend très bien, à moins de vouloir créer des veines polémiques. Nous avions eu cette même consigne il y a 5 ans et je crois que ça a été très clairement entendu. Vous n'aurez pas les abstentionnistes sur la conscience au deuxième tour? Écoutez, Emmanuel Macron doit convaincre. D'abord, c'est lui qui va être au deuxième tour, donc c'est à lui de convaincre celles et ceux qui risqueraient de s'abstenir, et donc il a intérêt à être cohérent et convaincant si il espère faire barrage à Marine Le Pen. Donc nous sommes clairs, nous le disons et le redisons, et l'avons dit il y a 5 ans, et ça a été très bien compris, sauf ceux qui avaient peut-être l'esprit un peu tordu ou l'esprit de polémique. Aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen. Bonsoir Michel Barnier. Bonsoir. Conseiller Europe international de Valérie Pécresse. Merci d'être avec nous. Valérie Pécresse, 5% ce soir. Elle n'appelle pas à voter Emmanuel Macron. Elle dit qu'elle votera Emmanuel Macron, mais ce n'est pas une consigne de vote. C'est la fille de Chirac. Chirac disait le barrage contre l'extrémisme et le racisme. Est-ce qu'elle est ce soir la fille de Jacques Chirac ? Elle s'est exprimée d'une manière extrêmement claire, comme je veux le faire moi-même, en indiquant un vote identique en faveur d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de doute là-dessus. Simplement les consignes, qu'est-ce que ça veut dire au moment où nous sommes Vous croyez que les gens qui nous écoutent, qui vivent dans le monde entier, que je salue, qui savent l'importance de l'influence de la France et de la force de la France, puisque c'est eux qui la portent, vous croyez qu'ils attendent des consignes de moi ce soir, ou de Valérie Pécresse, ou de tel ou d'un tel? Je ne crois pas. Mais vous savez, les gens sont assez grands. C'est politique. Oui, mais ça, c'est un positionnement politique. C'est de la petite politique. Les gens n'attendent pas des consignes de ceux qui ont perdu ce soir. Et ils n'attendent pas non plus de consignes de ceux qui sont qualifiés. Ils attendent de ceux qui sont qualifiés, Mme Le Pen d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre, des convictions, des engagements et des raisons de voter pour eux. Je souhaite que Emmanuel Macron entende bien le message qui vient du peuple français, qui est un message de colère, et qu'il en tienne compte et qu'il fasse les gestes et qu'il dise ce qu'il doit dire pour rassembler. En tout cas, moi, je me suis engagé quand j'avais 15 ans dans le mouvement gaulliste. Ça reste ma grande fierté en Savoie, au lycée Jean Moulin. J'étais le ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, j'étais le ministre de Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas fait tout ça pour finir aux côtés de Mme Le Pen d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire qu'à titre personnel, comme Valérie Pécresse, vous voterez, vous, Emmanuel Macron, au second tour? Évidemment que je voterai pour Emmanuel Macron, en considérant d'ailleurs que, au-delà de tout ce qui me sépare définitivement de Mme Le Pen, l'histoire qu'elle réécrit quelquefois, comme M. Zemmour, les valeurs qui ne sont pas les mêmes, j'ai des raisons de fond, et en particulier une question qui est fondamentale pour moi, puisque je prétends être patriote et européen en plus d'être patriote depuis le premier jour de mon engagement. Madame Le Pen veut sortir de la France, même si elle ne le dit pas aussi clairement. Elle écrit dans son programme qu'elle veut sortir de l'Union européenne pour entrer dans je ne sais quoi. Elle s'était félicitée. Vous savez, j'ai géré pendant 5 ans un événement improbable qui était le Brexit. Même ceux qui le menaient, qui conduisaient au Brexit, n'y croyaient pas, et puis ça s'est produit. Et Mme Le Pen, le soir du Brexit, le 24 juin 2016, elle s'est félicitée. Elle a félicité les Britanniques. Moi, je n'ai pas envie que mon pays sorte de l'Union européenne, qui est notre principal atout. Regardez ce qui se passe avec cette guerre épouvantable. Vous pensez qu'elle peut gagner dans 15 jours? Je pense que tout est possible. Et je pense que quelque chose d'improbable peut se produire. Donc il faut se rassembler, il faut que le président trouve les mots ce soir et dans les jours qui viennent, fasse les gestes, y compris des inflexions, pour tenir compte de ce que les Français viennent de lui dire en termes de sécurité, d'immigration, en termes de pouvoir d'achat, en termes de décentralisation, de confiance, davantage qu'on en a fait depuis 5 ans au territoire et aux régions, aux départements, aux communes. Voilà tout ce qui est en cause. Mais cette ligne européenne, je dis patriote européenne, c'est pas un engagement européen béat que je pratique. Oui. Je sais ce qu'il faut changer à Bruxelles et comment le changer. Mais cette
question-là, elle est fondamentale pour moi. Jean-Noël Barrot, député des Yvelines, nous a rejoint. Vous êtes secrétaire général du MoDem, soutien donc d'Emmanuel Macron, le parti de François Bayrou, qui dès 2017 a rejoint la majorité présidentielle. On va vous entendre dans un instant. On attend d'ailleurs toujours qu'Emmanuel Macron s'exprime. Vous le voyez, porte de Versailles où sont réunis ses partisans. En attendant, il est 21h45 à Paris. L'heure pour nous de vous donner à nouveau nos estimations à l'issue de ce premier tour de l'élection présidentielle, Roselyne. Emmanuel Macron, 28%, Marine Le Pen, 23,2%. Viennent ensuite Jean-Luc Mélenchon. Et vous voyez Emmanuel Macron qui va prendre dans un instant la parole. On va donc écouter le président de la République. On vous laisse peut-être vivre un peu l'ambiance à ce QG de campagne de la Porte de Versailles pour ce discours, le premier d'Emmanuel Macron, arrivé donc en tête avec 28% à l'issue de ce premier tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes amis, mes chers compatriotes. Merci. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, ce dimanche 10 avril, vous avez été plus de 36 millions à faire valoir ce droit conquis par les générations précédentes, qui est le droit de vote. Et je remercie tous nos compatriotes qui, dès le premier tour, ont porté leur suffrage sur ma candidature. Merci. Leur confiance, votre confiance, m'honore, m'oblige et m'engage. Vous pouvez, toutes et tous, compter sur moi pour mettre en œuvre ce projet de progrès, d'ouverture et d'indépendance française et européenne que nous avons défendu tout au long de cette campagne. Je veux aussi remercier toutes celles et ceux, quelques-uns sont là ici ce soir à mes côtés, qui durant ces dernières années ont tant donné, partout sur le territoire. Vous avez donné votre énergie, votre travail, vos jours et vos nuits. Je sais ce que je vous dois. Merci. Et j'appelle tous ceux qui, depuis 6 ans et jusqu'à ce soir, se sont engagés pour travailler à mes côtés, à transcender leurs différences pour se rassembler en un grand mouvement politique d'unité et d'action pour notre pays. Je veux saluer l'ensemble des candidats présents au premier tour. Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Fabien Roussel et Éric Zemmour. Merci à toutes et tous ce soir, une fois encore, de les applaudir. Merci beaucoup. Parce que depuis le début et depuis toujours, nous défendons des convictions avec force, mais en respectant chacune et chacun. Merci pour cela.
Je sais la déception des candidates et candidats dont je viens ici d'évoquer le nom et celle de leur soutien comme de leurs électeurs. Notre démocratie, en effet, est riche de tous les engagés qui défendent leurs idées avec force et passion. Merci à eux. Et je remercie Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse et Fabien Roussel qui m'ont dès ce soir apporté leur soutien. J'invite solennellement nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité et quel qu'ait été leur choix au premier tour, à nous rejoindre. Certains le feront pour faire barrage à l'extrême droite. Et je suis pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien du projet que je porte, et je le respecte. Je sais que c'est le choix fait, par exemple, par Jean-Luc Mélenchon. Mais je veux ici saluer leur clarté à l'égard de l'extrême droite et pour faire barrage à l'extrême droite. Mais dans ce moment décisif pour l'avenir de la nation, plus rien ne doit être comme avant. C'est pourquoi je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent. C'est notre devoir. À tous nos compatriotes qui se sont tournés vers l'abstention ou le vote extrême, soit parce qu'ils sont en colère face aux inégalités qui persistent, aux désordres écologiques, à l'insécurité du quotidien, à la difficulté de vivre dignement même quand on travaille dur, soit parce qu'ils se sentent insuffisamment représentés, écoutés, associés. Je veux les convaincre dans les jours à venir que notre projet répond bien plus solidement que celui de l'extrême droite à leurs peurs et aux défis du temps. Comptez sur moi. Car ne nous trompons pas, rien n'est joué. Et le débat que nous aurons dans les 15 jours à venir est décisif pour notre pays et pour l'Europe. Voulons-nous d'une France indépendante parce que forte sur le plan scientifique, technologique, économique et militaire, agricole et culturel? Voulons-nous d'une France qui, par le plein emploi et par le sérieux, est capable de financer son État-providence, nos retraites, notre école, notre hôpital et nos services publics? Voulons-nous d'une France qui relève le défi climatique et écologique par le nucléaire, les énergies renouvelables, la sobriété énergétique et la planification écologique? D'une France où, par l'écologie, les factures de chauffage se réduiront et la voiture électrique pour tous viendra remplacer les coûteux pleins d'essence? Voulons-nous d'une France plus juste pour nos outre-mer, pour tout le territoire, pour notre hexagone? Voulons-nous d'une France qui, face aux crises en cours et à venir,
continue à faire confiance à la science, à la raison, à la compétence, comme nous l'avons fait ces derniers mois et ces dernières années. Je veux une France qui lutte résolument contre le séparatisme islamiste, mais qui, par la laïcité, permette à chacun de croire ou de ne pas croire, d'exercer son culte. Et pas une France qui empêche les musulmans ou les juifs de manger comme le prescrit leur religion, ce n'est pas nous. Je veux une France qui porte des progrès pour chacun, pour nos aînés, pour nos enfants, pour les travailleurs, pour les familles, pour les femmes et notamment les mères seules, pour les précaires. Pas une France de la régression pour tous, ce n'est pas nous. Je veux une France qui s'inscrit dans une Europe forte, continue de nouer des alliances avec les grandes démocraties pour se défendre. Pas d'une France qui, sortie de l'Europe, n'aurait pour seuls alliés que l'internationale des populistes et des xénophobes. Ce n'est pas nous. Je veux une France fidèle. Je veux une France fidèle à l'humanisme, à l'esprit des Lumières, au souffle de 1789. Tels sont, mes chers compatriotes, mes chers amis, les enjeux du 24 avril. Ce sont les choix que par votre vote, vous aurez à faire dans 15 jours. Et je veux vous dire ce soir que je mettrai toutes mes forces pour convaincre chacun que le seul projet pour le pouvoir d'achat, c'est le nôtre. Que le seul projet crédible contre la vie chère, c'est le nôtre. Que le seul projet des travailleurs, de tous ceux qui sont au bord du chemin, c'est le nôtre. Que le seul projet de la France et de l'Europe, c'est le nôtre. Je crois en nous tous, quels que soient nos parcours, nos milieux, nous tous, quelles que soient nos origines, nos territoires, nous tous, quelles que soient nos opinions et nos croyances, nous tous. C'est cela la France. Alors, durant les 15 jours à venir, ne ménageons aucun effort car rien n'est fait. Soyons humbles, déterminés. Allons convaincre chacune et chacun. Le 24 avril prochain, nous pouvons faire le choix d'une nouvelle époque française et européenne. Le 24 avril, nous pouvons faire le choix de l'espoir. Le 24 avril, nous pouvons faire le choix de la France et de l'Europe ensemble. Vive la République et vive la France! Plus rien ne doit être comme avant, vous l'avez entendu Emmanuel Macron, je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler toutes les sensibilités. Un appel à un très large rassemblement, Roselyne. Oui, c'est même à l'unité, un appel à l'unité, à faire unité en tout cas. C'est ce que Jacques Chirac n'avait pas fait peut-être en 2002. Il dit « Je souhaite tendre la main à ceux qui veulent travailler pour la France ». Mais peut-être, je ne sais pas si on a le temps, peut-être avec nous, non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc on réécoute. On regarde les images. Oui, et nous, on va se quitter. Voilà. Vous quitte en tout cas, Roselyne. Pour mieux revenir. Et voilà, parce que l'émission continue avec nos auditeurs d'RFI qui nous rejoignent dans un instant et Frédéric Rivière qui sera aux côtés de Roselyne Febvre. Je vous retrouve donc dans une heure. Très bonne émission à vous, Roselyne, avec nos invités, bien sûr. Merci beaucoup. France 24 et RFI, en partenariat avec France 2 et France Inter, avec Ipsos Soprasteria.